Et bien le bonjour les potos et les potasses, j'espère que vous allez bien. Et nous voilà pour une nouvelle émission Dessine-moi un JDR. Baroque, c'est sûr, on va parler de mon deuxième jeu de rôle que j'écris, puisque vous connaissez certains d'entre vous le premier qui est Nuka-Down, parce que j'ai fait plusieurs live streams. Et donc je vous remercie déjà toutes et tous de suivre soit ce stream-ci, soit la rediffusion. Et vous êtes les bienvenus en tout cas. Et j'espère qu'avec nous tous, nous pourrons ensemble en apprendre un peu plus. Alors, chose importante pour moi, j'espère qu'on m'entend bien. Donc, je vais quand même poser la question. J'espère que c'est opérationnel. Et je vais commencer donc ce petit stream pour remercier toute l'équipe, en tout cas de Baroque GN qui me suit, qui intervient sur beaucoup de nos projets, puisque le jeu de rôle ici dont on va parler a aussi une déclinité en GN, grandeur nature pour ceux qui ne connaissent pas. Et surtout, nous avons la possibilité ce soir d'entrer plus profondément dans mais qu'est-ce qui a inspiré ce truc de Baroque, d'où c'est venu, d'où c'est délire de finalement créer un univers de jeu de rôle et qu'est-ce que ça inclut. Donc évidemment, ça parle de beaucoup de choses différentes, mais surtout, je l'espère, je vais vérifier qu'on m'entend bien. Évidemment, ça parle de beaucoup de choses différentes. Oui, on m'entend, c'est déjà bien. Donc ça fonctionne. Je vous remercie. Alors, on va commencer par le B.A.B.A, les lignes directrices, puisque c'est notre première partie. Alors, à la base, Baroque, c'était tout d'abord une création personnelle qui a été inspirée par de nombreuses choses dans les lignes directrices. Mais il y avait l'envie de créer un jeu de rôle européen pour permettre, comme les grands classiques, de faire tout en jeu. On voulait donc de ce fait-là, je voulais de ce fait-là créer quelque chose qui a de la teneur et qui nous parle au niveau des cultures, nous parle au niveau de tout ce qu'on pouvait jouer et des rapports avec l'humanité qui nous fassent penser effectivement à des périodes de l'histoire. Évidemment, il n'y avait pas que ça, il y avait également le fait de vouloir axer l'univers sur le steampunk fantastique avec une touche d'horreur et de paranormal. C'est important, je trouve, car aujourd'hui, ce qui est vraiment performant, je trouve, dans les univers ou dans les aventures, c'est qu'il y ait une part de folie, une part de doute, une part de... Le personnage n'est pas totalement stable. Et donc ça permet justement d'apporter ce genre de petits éléments qui vous font glisser parfois dans l'horreur, parfois dans le paranormal. Alors, il y a aussi le fait de permettre à ce jeu, en tout cas, d'avoir un fonctionnement en triptyque. Triptyque, c'est un triangle, 3 côtés. Et ce fonctionnement va faire évoluer l'aventure du joueur ou de la joueuse en étant les points de vie, les points d'éveil et les points d'abîme. Les premiers, évidemment, c'est les hit points, comme disent les Américains, les points de vie. Les seconds, c'est les points d'éveil, c'est ce qui vous permet d'être présent, conscient. Ceux-ci déclinent en journée ou en soirée, ça dépend si vous avez dormi en journée ou pas, après un long repos. Et vous avez également les points d'abîme, et les points d'abîme, c'est justement relié à l'horreur et à la folie, c'est vos points de santé mentale. Comptez toujours, que ce soit dans le jeu de rôle ou dans le GN, que si vous perdez 30%, non 40%, 40% de votre valeur totale, donc si vous avez 10 points d'abîme, si vous êtes à 6, vous allez commencer à avoir des choses bizarres. Si par contre, il ne vous reste plus que 30% du total, donc si vous arrivez à 3, à partir de ce moment-là, vous allez commencer à voir des folies. Mais déjà, le simple fait d'être à 6 et de voir des créatures bizarres va induire des comportements chez vous et des paranos ou des comment dire, des moments où vous allez péter un câble. Alors, ça donne donc une possibilité de jouer sur point de vie, point d'éveil et point d'abîme. Ce triptyque permet justement
d'avoir un équilibre auquel on doit garder son joueur, et parfois de se reposer ou d'aller voir un médecin si ça va vraiment pas, ou alors de se faire soigner simplement quand on a été blessé. Sur ça, il y a eu les créations de propres règles, qui sont base d'un double D10, et le tout a été de mettre ça pour respecter l'univers. Alors, au début, les premiers conseils que j'ai eus, ça a été justement, faites de la 5e édition, faites du Donjon Dragon 5e édition. Mais à force qu'on construisait le jeu et que je faisais des playtests, à force on me disait mais ça colle pas à la 5e édition. Donc, plutôt que de partir sur l'OpenGL, l'Open Game License de Donjon Dragon, petit à petit il y a eu une remise en question et on a fait de nouvelles règles. Et ce sera notamment le sujet de notre prochaine émission, que je vous inviterai à regarder vendredi prochain, où on parlera du système de règles. Alors, il y a aussi une volonté dans ce qu'on fait de laisser les joueurs, dans ce que je fais, de laisser les joueurs et les joueuses s'emparer du monde en amenant aussi leurs propres créatures, bestiaires classiques, faciles à prendre en main, en ayant facilement les codes pour tout y décrire. Ça, c'est vraiment important, mais surtout, ce qui nous fait vraiment plaisir dans le groupe Baroque GN ou salut salut j'aime bien ta réaction. Yosha même voilà. Ok, wesh bro. C'est gentil de te joindre à nous. Et donc ce qui est vraiment important aussi, c'est si vous voulez vous-même devenir adepte ou maître de jeu qu'on appelle un mentor d'aventure. Oui, j'ai retravaillé les mots aussi. Yub Yub, ça va. Bah, si c'est Yub Yub, ça va. Je vois que tu as le Ewok en toi, puisque je rappellerai pour un petit easter egg que Yub Yub, c'est ce que disent les Ewok. Pour dire qu'ils... Oui. Et donc, bah, Dave Devil, si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Moi, ça va très bien. Ça boum, ça gaz. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc, si vous voulez apprendre à devenir un mentor d'aventure ou un meneur de jeu ou une meneuse de jeu, n'hésitez vraiment pas, il n'y a pas de souci, je peux vous présenter le monde, je peux également vous faire découvrir les règles, pour qu'aussi vous puissiez vous accaparer et pouvoir faire vivre des aventures. Je pense que c'est important parce que c'est un jeu de rôle ici que j'ai voulu aussi avec la possibilité de retravailler les horreurs folkloriques, retravailler finalement ce qu'on connaît, parce qu'on sait que Donjons et Dragons pompe énormément également sur le folklore, que tout le monde peut faire. Et dans Baroque, ce que j'aime, c'est essentiellement pouvoir permettre aux autres d'aussi s'amuser en allant aussi s'inspirer du lore. Et parfois je vais chercher des trucs de lore qui n'existent pas dans Donjons et Dragons, qui viennent de cultures qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Comme la culture ajundaise, qui est une culture d'origine bantoue. On parle le Swahili et encore une autre langue, qui est l'Oromo, est parlée par ceux qui habitent au nord de cette région. Alors, je vais quand même te dire, Dave Devil n'hésite pas à poser des questions. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a un consensus qui a été créé sur l'imagination et le multiculturalisme du fait de pouvoir avoir plusieurs cultures différentes. Ces différentes cultures permettent justement d'avoir un jeu différent et permettre parfois de rajouter des éléments ou même des clichés, parce que vous le savez, dans le jeu de rôle il y a pas mal de clichés aussi qui permettent d'interpréter un personnage. Je te donne un exemple. Un Ragnol. Un Ragnol, c'est un... Dans d'autres univers, on appelle ça un Skaven ou un homme rat. Donc vous voyez plus ou moins à quoi ça ressemble. Va commencer à vous parler. Et il vient de quelques îles qu'on appelle la Domitia Unificos, qui sont inspirées d'Italie. De fait, il va faire comme je fais ici, et c'est pour ça que je le fais. Il va parler avec les mains. Il va commencer à vous parler de la tradition culturelle de son pays, qui est les pastas. C'est ton perso. Les pastas, les pizzas, et le vin aussi, puisqu'il y a Vino Veritas. Et donc vous allez avoir cette personnalité qui va vous en parler et qui va vraiment vous faire vivre, puis qui va vous montrer un cadre typique de chez lui, où on voit deux autres Ragnol en train de l'un parler, l'autre faire de la musique.
et il y a dans des petits canaux à l'arrière où vous avez des petits bateaux qui se baladent. Donc ça, c'est le petit plaisir que vous pourriez avoir justement là-dessus pour rajouter ce petit côté, les gondoles, c'est ça, les gondoles. Et de l'autre côté, il y a aussi une volonté de créer un jeu de rôle qui est ouvert humainement à tous. Voilà, donc ici c'est aussi important, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en avant. Je fais depuis des années partie du monde du jeu de rôle, donc notamment du jeu de rôle grandeur nature, et on a énormément de personnes qui demandent aussi qu'on puisse représenter leur identité ou leur genre. Et donc, c'est possible que il, elle ou elle puisse dans cet univers trouver dans chaque culture une identité qu'il peut jouer. Ou, si ça ne lui convient pas, décider de jouer une identité qui lui convient le mieux. Donc il y a une liberté qui est donnée, il y a une volonté de laisser tout le monde pouvoir en profiter, et surtout éviter qu'il n'y ait qu'une vision manichéenne. Et au plus, dans certaines cultures, les visions manichéennes existent, au plus ces États sont fermés, sont autoritaristes et sont très dictatoriaux. Donc ça, c'est aussi intéressant que j'ai voulu mettre en avant. C'est la possibilité donc de différentes cultures d'avoir différentes possibilités de jouer les identités et les genres. Ça peut paraître genre encore un qui le fait, mais pourquoi pas? Moi, je me suis inspiré de RuneQuest qui a commencé à être les premiers à le faire. Et j'étais content de voir que RuneQuest le faisait. Quelques mois après que moi j'avais commencé à en parler avec des amis et des amis, en leur disant ben voilà, si et ça, on me disait bah oui, fais-le, oui, c'est une bonne idée. Ça vaut la peine finalement de s'intéresser aux autres et de leur permettre aussi de créer des personnages qui pourront jouer sans malus, sans défaut, tout le monde sur le même pied d'égalité. Bonsoir Mathieu, comment tu vas? Alors je vais même te marquer comment on dit d'habitude chez nous bonsoir, on le dit comme ça. Bonsoir. C'était un truc qu'on faisait quand on était baptisé. C'était baptisé, c'est les guindailles de l'ULB, de l'Université Libre de Bruxelles. Pour me rappeler mes vieilles années de jeunesse. Je suis vieux les enfants, tonton est là. Alors, il y a également le fait de travailler sur un lore conséquent et s'inspirer des légendes des créatures paranormales locales, ça je vous en ai parlé. Et ça permet justement, je pense, de donner... Non, pas aller affonner. De donner la possibilité d'explorer ou de réexplorer ce que Donjon a un peu pris dans sa machine à on fait quelque chose qui est réel. C'est bien. Si c'est irréel, c'est bien. C'est intéressant. Mais il est important aussi de se rendre compte qu'il y a une part d'histoire de folklore dans tout ce qu'on fait comme horreur, paranormal. Et donc c'est bien de le reprendre pour mettre les joueurs justement dans une ambiance. Une vierge sorcière qui vous manipulerait ou un vieux poltergeist qui vient persécuter le client que vous devez aider. Tout ça peut effectivement donner une ambiance bien atypique. Et surtout, baser une grosse partie de l'intrigue là-dessus avec des possibilités de jeux politiques, mais aussi des jeux syndicaux, ou même jouer avec différents groupes et associations qui sont là. C'est ce que le jeu propose aussi, pour justement donner une idée plus réelle dans les interactions qui sont possibles. Comme j'aimais le citer, parce qu'on m'a posé une fois la question, à un moment donné, si votre groupe apprend que dans un autre pays il y a de l'esclavage ou que c'est une dictature et que les joueurs veulent commencer à monter un truc pour aider des gens, libre aux mentors d'aventure et aux joueurs et joueuses de s'amuser et de le faire. Y a rien n'est impossible dans un jeu de rôle. Un jeu de rôle, ça doit vraiment... votre limite, c'est l'imagination autour de la table et tout ce que vous consentez ensemble à jouer pour avoir un bon contraste social. Donc ça, je trouve que c'est important à respecter. On a tous connu des gens qui malheureusement n'ont fait qu'à leur tête et ont foutu plus le boxon qu'autre chose. Il y a également le fait de faire la magie qui est la grande perdante et celle qu'on ne peut pratiquer qu'au loin des grandes technologies dans les villages, les ruines et les jungles. Et oui, la magie, ça ne se pratique pas dans une ville où il y a plein de machines à charbon. Sauf chez les nains. Nuance, très importante.
Et donc, l'idée a été vraiment de créer une ambiance atypique où la technologie vient charrier la magie. Et de ce fait que technologie et magie se charrient, ça va créer un phénomène où les mages vont quitter les grandes enceintes urbaines qui sont très technologiques pour retourner dans les zones qui sont plus arriérées, plus sauvages. Donc effectivement, la diffusion des technologies, la diffusion du savoir, du progrès, fait que tout ce qui est occulte, tout ce qui est magique va un peu aller plus sur le côté, sauf sur certaines îles, et ça c'est ceux qui seront dans le gène qui le verront, où là, il y a cette volonté de pouvoir permettre à tous et toutes de découvrir plus en profondeur de l'occultisme ou d'autres types de magie. Parce qu'effectivement, les îles sont isolées, et donc c'est plus difficile à y apporter toujours des technologies, et quand il y en a, c'est vraiment des moments où il y a un bateau volant qui vient se poser, et puis qui repart, après avoir chargé et déchargé. On a des grandes vignes aux alentours des grandes villes, et dans les grandes vignes, parfois, il y a un type qui passe et qui va commencer avec des morceaux de bois à essayer d'inspirer la vigne pour qu'elle repousse. Ça fait aussi partie de tout ce côté qu'il y a moyen de découvrir. Et puis, la dernière chose qu'il y avait dans la ligne directrice, c'était proposer à un public francophone le jeu, et ça, ce sera mon travail d'ici quelques mois, parce que je suis en train de contacter pour mon premier jeu les éditeurs. Contacter les éditeurs une fois que le travail soit totalement fini, puisque j'ai commencé à écrire les livres d'univers cette semaine. Et donc petit à petit, dans les 2 mois qui viennent, je vais continuer. Parce que je pense que ça vous le voulez bien, vous le valez bien. Et surtout, on peut mettre en avant quelque chose qui va vraiment être riche. Puisque maintenant, je suis parti sur le jeu de rôle sur 3 grandes nations. La première, le Haut Royaume insulaire, inspiration anglaise, indonésienne, indienne. La deuxième nation, la dynastie du Négu d'Ajunda. Ajunda, c'est une région type africaine, culture bantou. Et le dernier, c'est le grand sage et éternel trône d'Alexandrite. Le grand sage et éternel trône d'Alexandrite, ça c'est inspiration gréco-chinoise qui est existée à la fin de l'Antiquité, non, au milieu de l'Antiquité, excusez-moi, quand Alexandre le Grand avait conquéri l'Inde et l'Iran. À ce niveau-là, il y a les gréco-bactriens qui ont fini par devenir les Kushians, les Kushians si vous préférez en français. Et cette partie qui a fait 2-3 siècles est très intéressante parce qu'elle mélangeait grec et chinois d'un côté, avec aussi des éléments d'Inde. Et donc ça a créé une société totalement invraisemblable, puisque les grands souverains avaient des noms grecs, et que la culture était plutôt orientale. Donc je pense que ça peut être intéressant, puisque ça va donner justement un truc atypique. Et de plus, à travers ces 3 grandes nations qui sont les nations les plus performantes, alors le Haut Royaume insulaire, c'est tout ce qui est progrès et technologie. Ajunda, c'est tout ce qui est les mines, les minerais, certaines épices. Ils sont riches de ça. Et donc effectivement, s'ils possèdent énormément de minerais, ça fait aussi d'eux des gens très stratégiques. Surtout que certains pays comme le Haut Royaume insulaire et les Alexandrites se basent sur leur quantité de sel pour estimer la valeur de leur argent, tandis que en Ajunda, c'est la valeur des matériaux ferreux, argentés et or. Donc ça donne une autre du style, vous asséchez des marais, nous on creuse la terre. On peut voir la différence aussi de jeu qui est possible à jouer dedans, et aussi de la relation qu'il y aura vis-à-vis des autres nations est intéressante. Et ce qui peut effectivement être très très intéressant, c'est les derniers. Les Alexandrites, ou l'Empire Alexandrite, comme je préfère dire en plus court, parce que le grand sage et éternel trône d'Alexandrite, ça fait un peu pompeux. Et bien chez eux, ce qui est intéressant, c'est justement que du fait qu'ils sont très traditionnels, très la magistrature, la bureaucratie tient tout le pays, c'est dans la production justement de denrées alimentaires qui seront les plus forts et les plus à produire. Donc s'il y a un grenier à blé qui existe, c'est l'Empire Alexandrite. Enfin, c'est plutôt un grenier à riz, pour être plus exact, pour coller justement aux cultures orientales et éviter de partir sur le gluten qui est plutôt côté occidental. Voilà. Donc ça, vous voyez effectivement les lignes directrices, l'idée générale, et sur ce, je vous fais juste un petit clin d'œil. Et je vérifie ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que oui,
Et ça arrive tellement de fois, qu'est-ce que c'est mignon. C'est mon historique qui est à nouveau planté parce que mon antivirus vient de nouveau de me faire le coup de je remets tout à jour. J'adore mon antivirus. Et donc j'espère que je ne vous ai pas perdu entre temps. Ça a l'air encore toujours de diffuser, donc je vous remercie déjà d'être resté. J'allais dire, je vais justement boire un verre à tradition belge à votre santé et une petite pils. C'est bien bon. Mais avant de le faire, je vais remettre la musique parce que ça j'adore. Mon antivirus, il me fait chaque fois le coup. Steampunk musique. On était occupé sur du no copyright. Et je vous remets la musique. Est-ce que c'est celle-là? Voilà, je l'ai remise. Tabernacle. Alors, on est reparti. Donc l'envie est vraiment de donner la possibilité aux joueurs de chaque fois être dans ces cultures avec certains tabous, certains comportements dont vous pouvez vous inspirer également sur ce qui existe dans la réalité. Et à ce moment-là, de jouer sur tout ce qui est paranormal horreur à deux niveaux. Un côté, c'est vraiment ce qu'on appelle l'inframonde. Et l'inframonde, c'est tout ce qui sont les horreurs qui sont cachées aux yeux des gens qui sont sains d'esprit. Donc comme dans beaucoup de jeux, il faut devenir fou pour voir ce qui ne va pas. Et là, je bois. Ah, ça fait du bien. Je me sens, c'est de la potion magique. C'est de la potion magique. Bon, on va se calmer. Hein. Je rassure tout le monde, je me calme. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est aussi de se dire qu'il y a l'autre pendant, c'est les extraplanaires, puisque c'est un monde baroque par lequel on peut arriver par des portails. Et notamment, il y a plusieurs associations secrètes comme l'Agence des Anachronistes. Merci Dave. Qui va justement aller essayer de refermer ces portails ou aider ceux qui sont arrivés par accident. Ce qui donne un autre panel ouvert que j'aime bien dans mes univers, c'est vous avez la possibilité d'importer votre partie d'un autre univers, d'un autre jeu, dans Baroque. Évidemment, vous jouez les règles de Baroque, avec la santé mentale, avec les points d'éveil, avec les points de vie, et ça va impacter énormément votre jeu, mais il est possible facilement, et sans grande difficulté, de transférer plein d'univers finalement d'une feuille de perso typique vers Baroque, puisque normalement rien n'est interdit, il y a des compétences, il y a des capacités, et ces capacités elles sont listées, j'en ai déjà pas mal que j'ai écrit. Et il y a également des niveaux de sorts et des formations qu'on peut avoir. Les formations de sorts, c'est important, sont gratuites, ça c'est un vieux truc du jeu de rôle, vous en avez droit à 2 par personnage, et à un seul personnage qui a des compétences magiques par groupe, pour justement faire ressentir que c'est rare, ce n'est pas quelque chose qui est typique. Donc ça aussi, ça a voulu être mis en place pour justement canaliser un jeu où la technologie est prédominante, et vous allez avoir des armes à poudre, des armes également de mêlée, des armes de tir classiques, mais surtout, la magie c'est à part, et la magie ne fonctionne pas partout. Donc ça c'est important, ça permet justement d'avoir la possibilité de se dire que le jeu n'est pas fait pour tout type d'environnement. Voilà, le jeu de la magie. Sur ce, je pense que j'ai brossé pas mal déjà. En effet. Et on va partir à la deuxième partie, sur laquelle je bois un petit verre de thé aussi, parce que ceux qui me connaissent savent que je bois du thé et de la bière. Parfois les petits vins français, c'est pas mauvais d'ailleurs. Alors, la partie 2. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est mignon! Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va vous parler? Tout d'abord, au niveau des inspirations, il faut savoir que j'ai eu la chance de lire des Frank Herbert, des George Lucas, des David Lynch, des Monty Python, des Timothy Zahn, des Alexandre Astier, des H.G. Wells, des Brian Fargo, des Fergus Urquhart, des Todd Howards, des Bruce Beck, des H.P. Lovecraft, comme beaucoup d'autres gens, des Mike Pondsmith, des Jack Lance, des Terry Brooks, des Aldous Huxley, des René Barjavel, des Isaac Asimov, des Douglas Adams, des George Orwell, des Michael Walter, des William R. Fortune, que j'aime beaucoup, et
plein d'autres auteurs, et que tout ça est un peu le résumé de ce que je me suis fait dans la vie, de tout ce que j'ai lu qui m'a inspiré pour créer ces univers. Mais c'est pas seulement la seule chose. Et donc ça, je pense, c'est intéressant à voir, que il y a énormément de nations qui, je vais vous montrer juste comme ça, vous voyez un peu là. Vous avez énormément de nations plus des doubles dossiers qui m'ont inspiré et que j'ai créé. Donc ça, c'est important. Mais surtout, j'ai voulu retransmettre ce que mes sorties steampunk m'ont apporté. Parce que je fais du cosplay steampunk, un peu moins cette année, peut-être juste fin de l'année, parce qu'il y a pas mal de sorties jeux de rôle qui sont occupés. Mais surtout, ces gens des sorties steampunk m'ont inspiré par leurs costumes. Donc il faut se dire que vous allez voir des gens débarquer avec la même idée. Le steampunk, c'est du rétrofuturisme. Le rétrofuturisme, ça veut dire qu'on va prendre des éléments du passé de l'histoire, qu'on remodifie, on réexplique tout, une autre histoire autour. Donc chacun a des personnages qu'ils ont fait comme ça. Et petit à petit, en discutant avec les gens, en échangeant, j'ai créé des nations en se basant sur leurs costumes, leurs cosplays, en les rendant imaginaires. Donc ça, c'est très important de les rendre imaginaires, donc elles ne sont pas réelles, elles sont inspirées mais elles ne sont pas réelles. Et donc ça a permis justement de créer des trucs assez invraisemblables ou what the fuck. Je ne vais pas tout vous les donner comme ici, je parlerai plus tard du lore, j'ai consacré une émission. Et ce qui est aussi très important, c'est qu'il y a différentes cultures qui se sont retrouvées là-dedans. Et alors là, justement, je vais prendre une map, mon carte, et je vais partir sur ce que Armakis nous a fait avec son frère. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Excusez, je suis en train de cuire. Pour ceux qui ne savent pas, je vis sous un barbecue. Ça s'appelle un grenier. Et donc, comme on est en période de l'été, ça chauffe. Et donc, d'ici quelques mois, je devrais être à bonne température pour le méchoui. Tout devrait bien se passer. Mais bon. Alors, on va commencer. Alors, je vais un peu, moi, vous élargir la chose et je vais me diminuer. Allez, hop, je me mets un petit peu dans le coin. Et paf. Ça, je vais vous faire... Attendez, parce que il m'a mal fait la chose. Voilà. Hop, vous y voyez un peu mieux. C'est déjà ça. Alors, je vous explique. Cette grande île que je montre ici avec le curseur, c'est Bergenholm. Vous prenez tout ce qui est scandinave. Et Bergenholm, c'est plus ou moins ce qui fait partie de la Confédération nordique. La Confédération nordique, Albi, tu m'en parles souvent, fait partie également du pôle de la désolation qui est plus au nord. Et au fait, entre la Confédération nordique et le pôle désolation, tous les hivers, il y a une grande banquise qui se forme sur lesquelles il y a des chiens de traîneau qui font la plupart des envois, en plus des navires qu'on essaie d'envoyer dans les courants d'air qui sont plus ou moins glacés. Navires volants qu'on essaie d'envoyer dans les courants d'air qui sont plus ou moins glacés. Eux, leur particularité, c'est qu'ils vivent d'une manière comme dans les Ting. Les Ting, c'est effectivement ce qui était fait en Islande. Donc ça se rapproche effectivement à ce que les Nordiques font. Et donc, il y a plein de guildes, il y a plein d'associations de villages ou de quartiers qui gèrent la localité et ils sont très libres, à tel point que chez eux aussi, il y a un groupe maléfique qui s'appelle la Horde Noire, qui vénère les dieux noyés. Les dieux noyés, il y a vraiment tout un côté noir sombre là-dessus. On ne sait pas qui sont les dieux noyés, mais on se doute bien qu'il doit y avoir quelques tentacules là-dessous. Ensuite, l'océan nordique, quand il n'est pas gelé, en tout cas, du côté du royaume Zanga, les courants sont plutôt chauds. Il faut dire qu'il y a là en dessous quelques volcans marins. Et le royaume Zanga s'est inspiré de tout ce qui est Samoa, Nouvelle-Zélande, au niveau des cultures tribales locales, des autochtones, et également des îles du Pacifique. Donc c'est une culture assez intéressante, où là, la religion dans le jeu de rôle repose sur les Tiki. Les Tiki sont ces petites statuettes de forces de la nature déifiées, ou même qui vont veiller sur vos ancêtres. Donc il y a tout un rapport avec le Tiki qui est très respectueux. Et donc c'est assez intéressant. Vous avez les îles du Nord qui font partie de ce qu'on appelle
les... Ah, je vais y arriver. Les îles éparses, qui sont des petits fiefs de milliers d'individus et de nations qui les possèdent. La Cittadella Vallimanque, qui est le siège de la banque de la Grande Banca, qui est la grande banque. Et là, la vie est un peu dans le style espagnol, avec une mascarade par an, qui est un genre de bal, dans lequel vous avez la possibilité de voir des gens masqués, et donc avec des beaux costumes. Et donc, ça fait partie notamment de la dévotion locale de fêter une fois par an la mascarade. Ça dure une semaine, hein. Après une semaine, ils reprennent le travail, je sais pas comment ils font. Hein. Moi, après une semaine, si je fais la fête, 40 balais, je vais aller me coucher. Hein. Je tiens plus la route, là. Hein. Je suis un vieux croton. À côté, vous avez le chemin doré, avec Ninive, inspiration arabisante, avec un côté parfois mystérieux. On dit qu'il y aurait une culture d'orques nomades au plus profond du désert, donc là, ici au plus profond du désert, qui seraient des sages en méditation chez qui on peut aller poser les questions les plus what the fuck de l'univers. Ah wesh bro, viens, on prend le chameau et on y va. Hein. Ah, ils vont pas répondre 42, ça c'est certain. Ils vont pas répondre 42. Donc il y a tout ce côté-là, et il y a aussi tout un côté très intéressant. Il n'y a pas de genre chez le chemin doré. On travaille par mois astral. Donc par mois astral, chacun a reçu un symbole, et les gens d'un mois astral ne peuvent pas fréquenter quelqu'un du même mois astral, doivent fréquenter un autre, sauf ceux qui sont du 13e mois astral, qui sont des nomades. Ils peuvent fréquenter tout le monde, même les leurs. Ouais. Les 3 îles éparses ici, ça fait également partie des îles éparses. Yorga, Raguse, Bierna, Sansia et la cité mystérieuse qui est détruite, qui est sur la dernière île, fait partie des Dominus Unificos. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce qui est plutôt italien. Avec aussi la religion du Grande Spiriti, le grand esprit. Grand esprit qui règne sur les petits esprits. Et donc, il y a un certain sacerdoce qui permet justement d'entrer en contact avec ces grandes entités. Vous avez les îles de l'Ouest, qui sont également ici Collis et Ténard des îles éparses. Et vous avez Novagrad, la capitale de la Gerbie. C'est la nouvelle capitale, il faut le savoir. Ben, la Gerbie, c'est un régime autoritaire laïque qui mélange Cuba et la Russie. Donc vous allez vous trouver vraiment sur ce type de régime autoritariste et dérivant. Et laïque, c'est-à-dire laïque dans toute la splendeur d'un État autoritaire, c'est-à-dire religion interdite. Et ils luttent pour récupérer la dernière moitié de l'île qui ne leur appartiennent pas, qu'ils n'arrivent pas à faire, contre des Tortugas. Et les Tortugas, eux, c'est une culture portugaise. Vous avez Batum, qui est avec Physalis également une île éparse. Et les îles éparses, c'est là où les joueurs du jeu de rôle dans la nature pourront jouer et avoir des territoires et des fiefs. Alors, on est sur la Providence de la Valette, je les adore. Liberté, égalité, naviguer. Ça, c'est leur motto, c'est leur slogan. Liberté, égalité, naviguer, ça permet justement de pouvoir s'amuser, de pouvoir voguer, de pouvoir vivre des aventures. Ça a son intérêt. Et c'est vraiment un endroit assez intéressant parce que c'est là qu'est originaire la Maldou. La Maldou, si vous voulez, c'est le vaudou de baroque. C'est l'art occultiste. Et l'art occultiste a la particularité d'être là pour lutter contre la nécromancie notamment et vénérer les esprits des ancêtres. Donc il y a une autre manière d'aborder les esprits qui n'est pas celle de la nécromancie et qui contredit totalement la nécromancie. À côté, vous avez le royaume de Porémanie. Le royaume de Porémanie, eh bien, c'est un royaume impérial avec un roi. Impérial, plutôt un royaume royal, on va dire, parce qu'impérial, c'est vrai. Je prends impérial parce que ça fait vraiment penser, vous savez, à quel le grand jeu avec les grands méchants du dieu cornu, des squelettes et des crânes. Mais donc voilà, c'est un plutôt ce côté impérial, mais avant la Première Guerre mondiale, inspiration germanique, germanique et flamande, avec un côté de
Yankee Trader, donc les colporteurs américains. Donc ça a ce côté très intéressant. Et ça permet justement... Attendez, je vais un peu déplacer la carte parce que je me rends compte que la carte peut être mise comme ça. Vous y verrez un peu mieux. Ouais, voilà. Côté intéressant que... Il y a ce mélange-là et parfois vous pouvez mettre quelques touches de luxembourgeois ou d'autrichien aussi dedans pour justement avoir quelque chose qui fasse assez germanique. Les îles du Sud, toujours des îles éparses, mais c'est là qu'il y a les pirates et vous le voyez, il y a un crâne qui est caché dans l'image. Et puis on a les derniers qui sont les îles bénies, et les îles bénies, ce sont les elfes. Les îles bénies, il faut savoir que ce sont des elfes très nostalgiques, ils ne désirent qu'une chose, retrouver les textes les plus anciens, les chants les plus puissants au niveau magie, pour pouvoir se rapprocher des toutes premières générations d'elfes. Ils sont la 3e génération, c'est-à-dire c'est une génération qui a été laissée sur la planète. Première génération, vous imaginez que ce sont les tout premiers elfes qui sont nés de chants et qui ont vibré, qui ont combattu, qui ont fait des choses incroyables, extraordinaires. La 2e génération, c'est ceux qui ont voyagé dans les étoiles, les elfes des étoiles. Et finalement, ces elfes des étoiles, ils ont disparu. Ils géraient des portails, ils géraient des trucs, mais ils ont disparu, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et ceux qui restent, effectivement, cette 3e génération, eh bien, il y en a aussi dans le Nord, mais on les appelle les Alphes. Ceux-ci, vous vous reconnaissez, une forme fortement basanée. Et ce sont des elfes avec différents types de réfugiés chez eux aussi, mais qui cherchent toujours à retrouver leurs racines. Ils sont fiers d'eux. Ils utilisent au niveau du travail les codex du Haut Royaume insulaire, qui est un peu dans le style victorien anglais dans les vêtements de travail. Mais ils gardent toujours leur culture primaire qu'ils ont sur l'île, avec les cultures des réfugiés qui sont également présents. Et la culture primaire de l'île, c'est quand même un truc très japonisant. Et donc il y a tout un... Vous allez voir les gens chez eux en Akama, et sortir en costume 3 pièces quand ils vont à l'extérieur avec des chapeaux. Donc on dénote par rapport à ce qu'on connaît des elfes, et on les met dans un côté steampunk, vous voyez. Vous avez le continent maudit. Le continent maudit, c'est là d'où viennent les peaux olives, et non pas les peaux vertes. Alors c'est très important, on ne dit pas les peaux vertes, c'est une insulte. Bien les peaux olives, parce que les populations, qui soient des trolls, des orques ou des gobelins, ont une peau avec des variances différentes. Évidemment, c'est dû à la pigmentation de leur peau qui réagit en fonction de la lumière du soleil. Bien évidemment. Voilà comment on peut identifier ce type de personnage. Et il me reste à vous parler, et j'en parlerai bien plus tard, des nains. Il y a 4 endroits, la Confédération nordique, l'Ancien Domaine, le Royaume sous la Montagne Blanche, et l'Empire des Cracs, où on trouve des nains, et des populations de petite taille, puisqu'on les a souvent assimilés à eux. Et ce sera l'occasion dans une autre vidéo, je vous en parlerai un peu plus, pour justement vous donner cette possibilité de découvrir un peu plus la chose. Alors, qu'est-ce que je dois encore vous parler ? Oui. Les devis, les drapeaux. Les drapeaux, c'est assez intéressant, je vais vous en montrer quelques-uns. C'est ma passion, il faut savoir que j'ai une passion pour tout ce qui est les drapeaux. Et voilà. Alors. Ça, c'est le drapeau de la Confédération nordique. Donc c'est assez beau, on voit les dirigeables et les bateaux dirigeables et les dracars, ou Sleipnir si vous préférez. Là, c'est le drapeau effectivement de Bergenholm, de l'île. Donc c'est à ça que ça ressemble. Et on retrouve des symboles et des choses qui font penser effectivement aux Scandinaves. Donc ça, j'ai été recherché. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé 2 fois. Zotemouche, comme on dit à Bruxelles. Et il y en a un que je vais vous montrer parce qu'il est splendide. Tout le monde dit qu'il est splendide. Donc je pense qu'il est adorable. Ceci, c'est le drapeau des Alphes. Alors, je l'adore. Parce qu'il représente vraiment ce qu'est sont les Alphes. Tout ce que j'ai à vous dire. Mais on les verra peut-être peu, je pense, dans mon univers. Dans le jeu de rôle, grandeur nature, oui, très rarement. Alors, Dynastie des Négus.
voilà, je vous ai créé un drapeau comme ceci. Je me suis évidemment inspiré de drapeaux africains pour créer ceci, avec des symboles africains que j'ai mis dessus, pour justement lui donner un éclat, des valeurs, des idées, des symboles derrière. Et je trouve que c'est important, parce que justement, ça donne de quoi avoir vraiment une bonne ambiance, d'avoir un bon drapeau pour chaque nation. Alors, le haut royaume insulaire. Alors ça, c'est le drapeau de la capitale d'Amsterton. Comme vous voyez, donc côté hindou qui est représenté ici, plus le compas. Et le drapeau des insulaires, c'est celui-ci, avec le symbole du grand despote éléphantesque, du despote éléphantesque, qui est un des dieux, mais qui a été décidé par le Parlement à être mis parce qu'il promeut surtout les artistes, surtout tout ce qui va être de l'imagination et l'innovation, et qu'il soigne également les esprits. Ça, c'est intéressant. Vous avez donc la mère du Dominion. Ah non, les trônes des Alexandrites. Alors, il est là. Ça, c'est le drapeau des Alexandrites avec Alexandrite qui est ici. Un Pégase. Effectivement, de nouveau côté ailé. Et des... comment on appelle ça? Des fleurs de lys. Merci. C'est gentil d'avoir donné la réponse. Ah, ben on va arriver pour le drapeau Ragnol. Oui, t'en fais pas. On va y arriver. Ne t'en fais pas. Alors. On me demande des Ragnol. La table 5 demande des Ragnol. Alors, Domitia Unificos. C'est ceci le drapeau. Je t'en prie, vieux. Et donc, ça donne justement une bonne idée de ce côté des 4 îles. Des 4 différentes pâtes à pizza. Et ce côté jaune qui ressort, qui est vraiment cet attachement au gluten. Le gluten, c'est la vie. Tous ceux comme moi qui sont allergiques au gluten, on vous dit bonjour. Voilà, ça fait de mauvais souvenirs. Je le sens bien, là, le gluten qui me fait du mal. Alors, on va sur la Cittadella Vallimanche. Cittadella Vallimanche, évidemment, représentée par une tour et des couleurs différentes, pour représenter ce côté, effectivement, d'une île urbanisée. C'est une île où il y a très peu de carrés de terre cultivables, où il y a même des brebis, mais il y en a, ça existe. Et donc les propriétaires terriens qui possèdent des choses qu'ils peuvent cultiver ou qui peuvent comment dire, élever comme des bêtes, là c'est vraiment restreint et c'est vraiment c'est bétonisé de partout, c'est vraiment une ville, c'est la ville steampunk à la style cyberpunk si tu veux sur une île, voilà. La bonne patte à la mama, si, à la mama. On la salue mama, d'ailleurs à ce point. Alors, la Gerbie. Voilà à quoi ressemble le drapeau de la Gerbie. J'ai été chercher dans les trucs clichés. Le parti agraire est représenté puisque c'est le parti agraire qui possède le pays et qui y met son président. Le président du parti agraire est le président du pays d'office. Donc on voit le cliché déjà qui ressort. Ah, je fais chaque fois la même chose. Tabernacle. Qu'est-ce que je fais, moi? Alors... Et je vais y arriver. On retourne sur les flags. Baroque, on y est. On retourne sur la mer du Dominion. Et en Gerbie, il y a effectivement la police secrète, je vous la montre, la Guipurque, qui n'est composée que de orques et de gobelins. Sachez-le. C'est la police secrète et politique du pays. L'île du chemin doré. Voilà à quoi ressemble le drapeau. Je remercie un de mes amis, Amine au passage, qui m'a beaucoup, avec des discussions qu'on a eu, inspiré. Les 2 sabres retournés, au fait, sont purement emblématiques. Ils n'ont pas d'armée.
Ils ont juste une genre de milice-police qui lutte contre les trafics et qui fait les douanes. Les îles bénies. Ah là là. Voilà à quoi elles ressemblent. On a ici l'arbre du cycle qui est leur religion principale. Donc tous ceux qui meurent renaissent. Donc on le voit bien ici. Ça ressemble à ça. Alors l'ancien drapeau de la Porémanie, c'est celui-là. Pour montrer le côté impérial, vous avez l'aigle impérial, effectivement, qui est dessus. Voilà. Les îles éparses. Ah. Ça, c'est un easter egg pour ceux qui font le GN. C'est le symbole des elfes des ténèbres, les elfes d'Elvendorn. Comme ils sont mignons avec leurs petites oreilles pointues. Oh, qu'ils sont mignons. La République de la Valette. Liberté, égalité, naviguer. Et ben vous l'avez là. Là, vous l'avez là. Liberté, égalité, naviguer. Il est pas beau leur drapeau? Ouais, c'est Yggdrasil si tu veux, mais bon. C'est un peu cliché d'aller sortir Yggdrasil. Alors, les royaumes Zanga, donc on appelle aussi l'île aux éléphants, et on voit pourquoi. J'étais vraiment cherché dans tous justement ces effets spéciaux pour donner un côté atypique à cette île qui est inspirée effectivement des îles du Pacifique. Et c'est tout. Je vais quand même vous donner un easter egg. Le domaine ancien ressemble à ça. Ça, c'est les nains du domaine ancien. Les nains des cracks. Ça, c'est le nouveau drapeau. Ah non, c'est l'ancien drapeau, excuse-moi. Leur nouveau drapeau, c'est celui-ci. Puisqu'ils sont les premiers à avoir des gens d'aéroplane qui lancent par catapulte. Ils vont pas vraiment très loin, parce qu'après, ils doivent essayer d'atterrir en catastrophe quelque part. Les nains nordiques. Ça, c'est le symbole des nains nordiques. C'est pas une nation, mais c'est plutôt une appartenance ethnique qu'ils ont. Et la montagne blanche. Le royaume nain sous la montagne blanche. Sympa, hein? Voilà, voilà. Essentiellement ce que j'avais à vous montrer. Donc, vous voyez qu'il y a aussi une volonté de vraiment faire son possible pour vraiment vous donner la possibilité de... Ouais, je fais une bêtise. C'est l'autre que je devais diminuer. Voilà. Vous avez donc ici quelques inspirations et tout ce qu'il y avait derrière pour vraiment vous faire découvrir donc ce qu'est pour moi le baroque. Donc un jeu de rôle steampunk fantasy ou fantastique si vous préférez. Merci Dave pour les messages. Est-ce que Mathieu est toujours là ou il nous a quittés? Ce qui permet aussi d'un peu imaginer la chose ici et de pouvoir vraiment voyager à travers d'autres villes, d'autres nations, d'autres imaginations. Donc je trouve que c'est très important. Ça permet surtout de pouvoir vivre d'autres aventures. Et notamment, au prochain épisode, je vais vous parler de système de jeu et règles, ainsi que la fiche PJ.
Et donc ça c'est vraiment important pour moi de vraiment vous en parler parce que c'est là qu'on va entrer dans le jeu. Et surtout, si je puis me permettre, je vais vous inviter à venir vous connecter sur notre groupe Facebook. Et là je dois réactiver mes comptes, comme je le dis, j'ai souvent le vendredi un souci avec mes comptes et mes contrôles. J'ai tellement mis de contrôle que je vais m'autoriser moi-même à pouvoir vous passer une image. Voilà. Et je vais vous montrer le groupe sur lequel vous pouvez nous suivre. Parce qu'effectivement, je suis présent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Mais surtout, voici le groupe sur lequel vous pouvez nous retrouver, Baroque Univers Steampunk. Ça vous permettra de nous suivre, d'un peu voir tout ce que j'ai déjà posté. Et n'hésitez pas, comme le Wisebot vous le rappelle, vous pouvez me contacter sur les réseaux, vous pouvez venir me demander tout et n'importe quoi. C'est avec plaisir que je vous en parlerai. Il y a énormément d'espèces. Ça, je pourrais une fois feuilleter, si vous voulez, l'affiche des espèces du GN pour vous montrer déjà quelques exemples. Et bien logiques qui vous permettront justement de pouvoir aller plus loin. Ici, vous avez notamment une image qui a été faite par FaZe, qui est un de nos potes, qui a fait l'image avec laquelle on voit ici les différents personnages qui sont en train de tirer d'un pont sur un autre. Et donc ici, normalement, vous avez même notre sondage. Si vous voulez répondre, c'est super génial, parce que le sondage nous permettra de savoir quel type d'événement pour le jeu on voudra faire pour vous. Et on a déjà réussi à avoir près de 67 votes, ce qui est vraiment génial, en tout cas pour le jeu de rôle. Voilà. Donc je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. J'espère en tout cas que vous serez motivés et motivés à nous suivre et à interagir avec nous. Mais surtout, n'hésitez pas à partager Baroque, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et n'hésitez surtout pas non plus à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez apprendre plus. Surtout si vous voulez venir vous-même MJ ou maître du jeu pour vraiment donner l'aventure de Baroque, lui permettre de vivre et d'aller de l'avant. On compte sur vous les amis. C'est tout ce que j'ai à vous dire et je boirai ce soir à votre santé. Et je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. À tous et à toutes. Et on se voit vendredi prochain. On verra l'heure parce que je dois encore la décider. Pour discuter du système de règles, système de jeu et de la fiche PJ. À votre santé les amis. Et surtout n'oubliez pas, faites rouler les dés. Yeah!